Théma au Qatar avec une ONG proche de l'émir qui s'intéresse de près aux mosquées européennes et Théma au Liban où le Hezbollah chiite exacerbe les tensions. A tout de suite. Ravi de vous retrouver sur Arte. Bienvenue dans Théma, votre soirée documentaire du mardi, soirée 100% géopolitique, sommaire. Qatar, guerre d'influence sur l'islam d'Europe, une ONG qatari proche de l'émir qui participerait au financement de mosquées. L'influence croissante du Hezbollah au Liban, un pays caisse de résonance de tous les conflits de la région, otage du Moyen-Orient. Des humanitaires sur le chemin d'Allah, enquête sur les associations musulmanes. Si la plupart font un travail de terrain très utile, quelques-unes, vous le verrez, sont dans le collimateur des autorités. Un beau jour de 2016, les journalistes Georges Malbruno et Christian Chesneau sont entrés en possession d'une clé USB en provenance de ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. La clé contenait des documents émanant d'une ONG basée au Qatar, son nom Qatar Charity. Des documents révélant le financement par l'ONG de dizaines de projets de mosquées, de centres culturels et d'écoles dans plusieurs pays d'Europe. Ce fut le point de départ d'une enquête qui a duré plusieurs mois en Allemagne, en Belgique, en Italie et en France, et une enquête qui pose plusieurs questions. Le Qatar est-il le principal pays étranger à contribuer au financement de l'islam d'Europe? Ces projets sont-ils porteurs de l'islam dit des frères musulmans? Et celui-ci entre-t-il en conflit avec les lois de la République? Bon film et à tout à l'heure. À Doha, en ce mois sacré de Ramadan, les fidèles affluent dans les mosquées pour rompre le jeûne. C'est une période de prière et de générosité. Dans ce pays richissime à l'islam conservateur, s'acquitter de la zakat, l'aumône légale et troisième pilier de l'islam, est une obligation. En famille, de nombreux Qatariens se rendent dans les centres commerciaux. On vient faire ses courses, mais aussi accomplir son devoir religieux à un kiosque de Qatar Charity. Et quels sont les projets? Ce sont des projets de soutien aux orphelins, sur l'eau potable, distribution de nourriture dans les zones de famine. Mais seulement dans le monde arabe ou dans le monde entier? Non, partout dans le monde, au Pakistan, au Togo, en Afrique, en Inde, au Nigeria, au Kosovo, au Sri Lanka, au Népal, au Sénégal et plus encore. Et les dons se font en liquide ou par carte? Par tous les moyens, cash, carte ou chèque. Qatar Charity est la plus grande organisation humanitaire de l'Émirat. Fondée en 1992, elle est présente dans plus de 70 pays à travers le monde. Elle aide les réfugiés et les déshérités victimes de catastrophes naturelles ou de guerre. En 2012, l'ONG a même ouvert une filiale à Londres, un siège inauguré en grande pompe 2 ans plus tard, dans le quartier chic de Mayfair. Ces images consensuelles sont-elles l'exact reflet des missions de l'ONG? Ou Qatar Charity sert-elle d'autres ambitions au service de l'Émirat? Fin 2016, un lanceur d'alerte qui a souhaité rester anonyme nous a fait parvenir une clé USB qui dévoile un programme européen de l'ONG. À l'intérieur, des milliers de documents confidentiels, des virements bancaires, des échanges d'emails, des listes de donateurs. L'ensemble décrit le financement conséquent d'un vaste réseau d'associations proches de l'idéologie des frères musulmans à travers toute l'Europe. Sur 140 projets ayant un coût total de 260 millions d'euros, Qatar Charity est le premier contributeur avec 120 millions d'euros. Certains pays concentrent la majorité des financements. L'Italie, avec 47 projets, la France, 22, l'Espagne et la Grande-Bretagne, 11 projets chacun, et l'Allemagne, avec 10 projets. Une liste de généreux donateurs de Qatar Charity indique qu'aux côtés d'anonymes figurent des contributeurs très influents de l'Émirat.
plusieurs membres de la famille régnante, mais aussi le Diwan, le secrétariat particulier de l'émir. Toutes ces initiatives sont au cœur d'un projet qui constitue, selon cette plaquette de présentation, la promotion de la culture islamique, spécialement en Occident et dans le monde en général. Pendant 2 ans, nous avons enquêté sur ce programme de financement aux ramifications inconnues jusqu'alors. Depuis 2014, Qatar Charity est sur la sellette. 4 pays arabes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et Bahreïn, l'accusent de financer des groupes islamistes radicaux sous couvert d'aide humanitaire. Et ils pointent du doigt le clan Al Thani qui dirige le pays. Beaucoup des actions de ces ONG sont alignées sur les objectifs politiques du Qatar. Ces objectifs, depuis les printemps arabes de 2010-2011, ont été de mettre en avant et de soutenir l'agenda politique des frères musulmans ou de certains groupes djihadistes en les soutenant financièrement. Le Qatar s'est branché sur le réseau préexistant des frères musulmans. Ce réseau recherchait des financements et un soutien politique. Le lien est très clair dans le sens où aucune ONG, dans un petit État du Golfe, ne peut être autorisée à opérer de la sorte sans le feu vert des autorités. Il y a aussi des liens évidents par le fait que plusieurs individus ont à la fois des positions gouvernementales et des engagements dans ces ONG. Le Qatar rejette ces accusations d'ingérence dans les printemps arabes et assure que Qatar Charity est une organisation indépendante, sans lien direct avec l'État. Qatar Charity est une organisation très respectée dans le monde et un partenaire des Nations Unies. Elle possède son propre système de gouvernance. Si des erreurs ont été commises par des individus travaillant pour Qatar Charity, ils seront poursuivis. Ils ne sont pas libres d'agir comme bon leur semble. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Al Thani, rejette les accusations de financement du djihadisme et de l'islam politique par Qatar Charity. Nous profitons d'un voyage officiel à Doha du président de la République française, Emmanuel Macron, pour lui poser la question. On sait, notamment par des sources américaines, qu'il y a ici au Qatar certaines personnes privées qui sont soupçonnées de financer des groupes, je vais dire, sulfureux à l'international. Il y a aussi des soupçons sur Qatar Charity. اللي نسمعها من خلال الصحف هي معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن قطر. هناك بعض الإجراءات تم اتخاذها في قطر لمنع تمويل الإرهاب، نعم هذا صحيح، ولكن بعض المعلومات اللي ذكرتها هي معلومات ربما مبالغ بها وغير صحيحة. Dans ce contexte de guerre froide entre pays du Golfe, le financement des mosquées en Europe, même s'il ne s'agit pas de terrorisme, est perçu comme une tentative d'instrumentalisation des communautés musulmanes. Le Qatar a toujours nié tout financement sur le vieux continent. Malheureusement, on nourrit une propagande contre le Qatar pour manipuler les opinions publiques en affirmant que le Qatar se sert de Qatar Charity pour financer des mosquées. Un rapport du Sénat français a étudié l'implication du Qatar et de ses charités dans le financement des mosquées. Il a clairement établi que le Qatar n'a absolument aucun engagement dans aucune mosquée en France. Les documents contenus dans la clé USB contredisent le ministre. Pour lever ces contradictions, c'est en Europe qu'il faut mener l'enquête. En France, selon nos documents,
22 projets ont été financés par la Qatar Charity. Des dizaines de millions d'investissements pour des mosquées, des centres islamiques ou des écoles. Tous ces projets sont portés par l'Association musulmane de France, l'ex-UOIF, Union des organisations islamiques de France, proche de l'idéologie des frères musulmans. Un cas est particulièrement documenté dans la clé USB. Mulhouse, le projet phare de Qatar Charity en Europe. On y découvre une animation en images de synthèse du futur centre dénommé An-Nour. À l'intérieur, une salle de prière sur 2 étages. Des salles de classe pour un futur collège ou encore une bibliothèque. Estampillée du logo de l'ONG, cette présentation vise à convaincre des donateurs. Une plaquette détaille les autres services dans cet espace, conçu comme un véritable centre de vie, respectueux des principes religieux prônés au Qatar. Une piscine non mixte, un restaurant et un supermarché halal, ou encore un centre médical. En attendant la fin du chantier, la communauté prie dans l'ancienne mosquée minuscule et vétuste, construite dans les années 70. T'as une tapis? Bah c'est bien, vas-y, mets-le là, puis prie. Nasser El-Khadi est le président de l'Association des musulmans d'Alsace, une branche locale de musulmans de France. C'était un ancien garage de voiture. À l'intérieur, il y a une salle de prière. Et au rez-de-chaussée, il y a un deuxième. Mais comme il y a tellement de bandes qui dépassent le corps pris à côté, nous, on fait 2 prières. 2 prières de vendredi. C'est-à-dire, on fait une à 13h. Et bien, on laisse le temps pour les autres retardataires. Comme ça, on ne prie pas à l'extérieur ni à côté. Comme ça, on gêne personne. On prie à 14h, le deuxième prière. Voilà. Pour éviter les prières de rue. Exactement. Monsieur, bonjour. On ne peut plus continuer à exercer dans ce lieu qui n'est pas digne pour une religion, pour une communauté. Mais comme l'État est laïque, il ne peut financer aucun culte, l'argent, il est bienvenu, quelle que soit l'origine, on est ouvert à toute aide. Donc il vient des personnes qui soutiennent, frères musulmans, soutiennent le wahhabite, soutiennent je ne sais pas quoi, à condition qu'on ne subit pas cette pression. Sinon on refuse et on a déjà refusé. Démarré en 2006, le chantier de la nouvelle mosquée est presque terminé. Le centre An-Nour entend répondre aux nouveaux besoins communautaires. Voilà, là on est à l'entrée principale. Là il y aura l'accueil, et puis l'entrée. Et les gens qui viennent pour faire la prière, ils dirigent directement à la salle de prière. La capacité de salle, on a 1005 maximum qui peut être là. Il fait à peu près 1000 mètres carrés de surface. Voilà, ça c'est l'entrée de Mulhouse. Et là, c'est direction Bâle. Là, c'est l'Allemagne. Mulhouse, c'est 3 frontières. C'est combien de musulmans? Je crois qu'on dépasse 200 000. Ouais. Quand même. Hein. Des centres comme ça, il n'y en a pas. Même en Europe, vous ne trouverez pas. Parce qu'on a une morgue aussi. Hein. Vous avez une morgue? Bah oui, on a une morgue. On a l'enseignement pour la mort, pour la vie, la spiritualité, le sport, à manger. Il y a les vitres hein, partout, vous voyez que les gens qui passent à côté, ils voient ce qui se passe à l'intérieur. On n'a rien à cacher. Ça donne l'image de notre association, la transparence. La transparence, y compris sur les financements. L'association a pu compter sur les dons des fidèles et une subvention de la municipalité. Mais le coût du projet s'élève à plus de 25 millions d'euros. Il a fallu solliciter des donateurs plus fortunés. Nasser El-Khadi admet avoir financé plus de la moitié du budget grâce à des fonds en provenance de 2 pays du Golfe, le Koweït et le Qatar. On a sollicité le Qatar, ils ont fait des dons, quand même presque 7 millions d'euros. Pas les Qatars, on ne parlait pas des Qatars. Qui? On parle d'organismes. On ne travaille pas avec l'État, ni l'État qatarien, ni l'État koweïtien. Le donateur, c'est le donateur privé, il doit passer par un organisme
officiel. Quel organisme au Qatar? Les Qatar Charity. Vous partagez avec eux la même vision de l'islam, j'imagine. Je ne sais pas c'est quoi leur vision d'islam. Moi, je connais ma vision d'islam. Nous, on est membre de l'ancienne MDF. Leur vision, c'est notre vision. C'est l'islam de juste milieu. Voilà. Après Qatar, le Koweït, l'Arabie, chacun a sa vision dans leur pays, mais il ne m'impose pas sa vision en France. Voilà. Mais Nasser, si je vous dis que vous êtes un frère musulman, vous me répondez quoi? Tous les musulmans, c'est presque frères musulmans parce que vous êtes mon frère dans l'humanité, l'autre est mon frère dans l'islam. Voilà. L'argent du Qatar ou du Koweït est-il réellement donné sans condition? À Paris, un agent des services de renseignement français en doute fortement. Il a accepté de nous rencontrer, mais a tenu à garder l'anonymat. Il nous explique le détail de ce financement. Le financement de la mosquée, ça passe par différents organismes. Début 2017, les sommes qu'il y avait sur le fonds, il y avait 984 000 le 2 février, 1 123 000 milieu février, 1 139 000 le 23 et 1 150 000. Ça, c'est chaque fois des dons. Ça, c'est en 2017. 2017. Mais les dons viennent d'où? Du Qatar Charity. Bon, il y a facilement 5 millions. 5 millions d'euros environ, qui s'ajoutent aux 5 millions moi, que j'ai là de 2016. Là. C'est ça. Pendant des années, le dossier An-Nour intéressait peu les hautes sphères de l'État. Une attitude qui a changé en 2017. C'est vrai qu'ils sont assez pressés, notamment par rapport au financement. Avant, ça les titillait pas trop. Ils ont remonté les impôts, mais maintenant, tout le monde s'inquiète, tout le monde s'affole. Aujourd'hui, la légalité du montage financier utilisé pour la mosquée An-Nour est mise en cause par les autorités françaises. La moitié des 28 millions du budget total de la mosquée a transité via une structure juridique alimentée par Qatar Charity. Un fonds de dotation appelé Passerelle. Depuis 2017, ce fonds fait l'objet d'un bras de fer avec l'État, comme le prouve ce courrier signé par le préfet d'Île-de-France, Michel Cadot. Une partie des activités financées par le fonds consiste en des activités économiques manifestement concurrentielles, notamment le développement de surfaces commerciales dans le projet An-Nour. Je vous mets en demeure de vous mettre en conformité avec la loi en interrompant sans délai toutes les opérations en cours qui ne sont pas d'intérêt général, construction de lieux de culte, de cellules commerciales et de cabinets médicaux. Le préfet juge illégal le mélange des genres entre activités religieuses et activités commerciales. En fin de courrier, il menace même, en l'absence de régularisation, d'engager une procédure judiciaire de dissolution. Pour vous, ça ne fait pas de doute, c'est frères musulmans. Oui, totalement. Ça a toujours été. Selon cette source sécuritaire, la mosquée An-Nour de Mulhouse est reliée à la mouvance Frères musulmans. L'histoire des Frères musulmans démarre en Égypte en 1928. Un instituteur et théologien, Hassan el-Banna, fonde cette organisation avec deux objectifs. Libérer son pays du joug britannique et restaurer un régime théocratique basé sur le droit islamique, la charia. Pour Hassan el-Banna, l'islam est la solution pour mettre fin à la décadence morale et identitaire causée par la colonisation. Hassan el-Banna cible la jeunesse. Il développe un réseau de formation idéologique et religieux. La confrérie investit le champ caritatif et social. Mais en 1948, le premier ministre du roi Farouk est assassiné par un membre de la confrérie. Le pouvoir s'inquiète de son influence grandissante. L'organisation est interdite. Hassan el-Banna est assassiné 1 an plus tard. Les frères musulmans entrent alors dans la clandestinité. Ils optent pour la violence et créent une branche armée secrète. En 1952, ils soutiennent le coup d'État des militaires qui amène Gamal Abdel Nasser au pouvoir quelques mois plus tard. Deux visions s'affrontent. Le panarabisme laïque de Nasser au panislamisme des frères musulmans qui ne reconnaît que les lois divines. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟
أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد؟ Nasser se retourne contre ses encombrants alliés. Il dissout l'organisation en 1954. La confrérie affronte alors une répression violente. Une seconde figure du mouvement émerge, l'intellectuel Saïd Qutb. Dans ses livres écrits en prison, il légitime l'action violente. Selon lui, les pouvoirs en place sont illégitimes. Il prône le djihad armé pour imposer la loi divine dans le monde arabe, avant de l'étendre à la planète entière. Saïd Qutb, c'est la version encore plus radicale et radicalisée des frères musulmans. Qutb est celui qui est allé le plus loin dans la théorisation du djihad, ou le fait de mener la guerre contre les sociétés impies, ceux qui n'observeraient pas scrupuleusement la parole de Dieu. En 1966, Saïd Qutb est pendu par Nasser. Mais il laisse un héritage subversif qui inspirera des années plus tard les fondateurs d'Al-Qaïda. Pour fuir les persécutions dont ils font l'objet dans le monde arabe, certains frères musulmans se réfugient en Europe à partir des années 60. Awais Séniger a étudié la trajectoire des héritiers d'Hassan el-Banna qui ont fondé en Europe des organisations telles que l'UOIF en France, l'UCOI en Italie ou l'IGD en Allemagne. J'aurais plutôt tendance à parler de néo-frère musulman. Un néo-frère musulman, c'est quelqu'un qui s'inscrit indubitablement dans l'héritage des frères musulmans égyptiens, en termes idéologiques, mais qui n'est pas rattaché aux frères musulmans matériellement ou organiquement. Les frères musulmans étant plutôt une idéologie nébuleuse. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de statut particulier. Les projets financés de nos jours par Qatar Charity en Europe sont-ils tous liés à ces néo-frères musulmans ? Depuis 15 ans, un chercheur italien enquête sur les réseaux frères musulmans en Occident. Il part à leur rencontre, recueille leurs témoignages et analyse les liens qui les unissent. En 2015, Lorenzo Vidino a été recruté par l'université George Washington aux États-Unis pour diriger un programme sur l'extrémisme religieux. Nous lui soumettons les documents de la clé USB. C'est un document financier? Oui, un business plan. Il y a tout, il y a des photos. Voilà, Swansea, Royal Park à Londres, Sheffield. Oui, Sheffield, c'est un gros projet. Jersey, Mulhouse, Strasbourg, Lille, Berlin, Luxembourg. Là, c'est un reçu bancaire de virement pour un centre islamique à Lugano, le 3e versement. Cela confirme ce que je pense, à savoir qu'il y a des efforts concertés de la part des Qatariens pour financer les réseaux frères musulmans en Europe, et ce de manière substantielle. On parle de très gros montants ici. En plus, ces documents donnent une profusion de détails, c'est une preuve formelle. En revanche, ce qui me surprend, c'est le niveau de sophistication, l'ampleur de tout cela. Et puis surtout, il ne s'agit quasiment que d'organisations proches des frères musulmans. Ce qui est important, c'est que cela se produit à un moment où la plupart des pays qui soutenaient les frères musulmans ont arrêté de les financer. Historiquement, dans les années 70 ou 80, le principal financier, c'était l'Arabie saoudite. Les Qatariens ne sont pas à l'origine de ce réseau qui existe de longue date. Nous lui montrons un document signé par le plus grand prédicateur du Qatar, Youssef Al-Qaradawi, qui recommande de soutenir un projet de mosquée à Milan. Le fait qu'ils aient une lettre de soutien du plus grand leader spirituel des frères musulmans, le pape des frères musulmans en quelque sorte, Youssef Al-Qaradawi, ça c'est une preuve que les frères musulmans sont derrière ce projet.
Le prédicateur égyptien Youssef al-Qaradawi est le principal dépositaire de l'idéologie d'Hassan el-Banna. Né en 1926, il est comme beaucoup de militants dans les années 50, emprisonné dans les geôles de Nasser. En 1961, il se réfugie au Qatar. Il a l'oreille des musulmans conservateurs, pas forcément frères musulmans d'ailleurs. C'est à la fois le tenant d'un islam intégral. Qu'est-ce qu'on entend par islam intégral? C'est l'idée que l'islam devrait régenter à la fois la vie privée et la vie publique, les affaires privées et les affaires de l'État. Le Qatar va institutionnaliser Youssef al-Qaradawi. Il est nommé doyen de l'université de Doha, dont il a fondé le département d'études islamiques. Proche de la famille régnante, les Al-Thani s'affichent régulièrement à ses côtés. Un bâtiment lui est offert pour accueillir le siège de l'Union internationale des savants musulmans qu'il dirige. À toutes ces tribunes religieuses, le Qatar va ajouter en 1996 une tribune médiatique mondiale sur Al Jazeera, l'émission La Charia et la vie. Pendant plus de 15 ans, Youssef al-Qaradawi donne chaque semaine ses recommandations à 60 millions de téléspectateurs. Des fatwas qui font parfois scandale en Occident. جاء في آية النشوز المرأة الناشزة المتمردة على زوجها المترفعة عليه جاء من ضمن وسائل المعالجة واضربوهن. ما عقوبة من يمارس اللواط والسحاق؟ سواء بعضهم قال نرميهم من حالق زي ربنا ما عمل في قوم لوط وبعضهم قال نحرقهم وبعضهم يعني خلافات. أن الله سلط عليهم طوال التاريخ من يؤدبهم نتيجة إفسادهم. آخر تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم. C'est très radical ce qu'il dit, mais il le dit en tant que religieux. Et le Qatar peut très bien dire, mais c'est un religieux, il a la liberté de parole en tant que religieux, mais il n'engage que sa propre personne. Dans les années 90, Youssef al-Qaradawi fonde le Conseil européen de la fatwa et de la recherche à Dublin, en Irlande. Ainsi, son influence s'étend sur le continent européen. Les gens les contactent et ils édictent des fatwas. La plupart du temps, c'est inoffensif, ça ne pose aucun problème. Par exemple, combien d'heures doit-on jeûner pour le ramadan quand on vit au nord de la Norvège et qu'il fait 22 heures de soleil par jour? Il a eu l'adresse de chercher à donner des outils théoriques et pratiques pour les musulmans européens afin qu'ils puissent concilier sans heurts leur appartenance à la foi musulmane et l'évolution au sein de sociétés laïques. Mais bien sûr, il y a aussi parfois quelques fatwas problématiques. Évidemment, celles-là ne sont jamais traduites dans une langue européenne. Elles sont édictées en arabe. Par exemple, qu'une épouse doit obtenir la permission de son mari pour se couper les cheveux, ou qu'il peut lui interdire de sortir avec des amis qu'il n'aime pas. Là, c'est incompatible avec les droits de l'homme. Cela montre certains problèmes posés par l'interprétation de l'islam par les frères musulmans. Et Qaradawi, de par sa production théologique, l'importance de ses ouvrages, le fait qu'il ait eu très vite des relais en Europe, beaucoup de frères musulmans installés en Suisse, en France, au Royaume-Uni et dans le monde anglo-saxon, c'était en quelque sorte les agents médiateurs, ceux qui ont permis à Qaradawi de s'imposer aussi. Ces agents médiateurs, nous avons cherché à en rencontrer. Certains nous ont parlé hors caméra. Un seul a accepté d'être filmé à Londres. Kamal El-Baoui a été pendant 20 ans le porte-parole de la confrérie en Europe. La plupart des frères musulmans cachent leur affiliation à l'organisation. Kamal El-Baoui, lui, l'assume pleinement. Je suis venu à 2 reprises en Europe. La seconde fois, c'était en 1994, après avoir passé 6 ans en Afghanistan et au Pakistan. Si je rentrais en Égypte à cette époque, je finissais exécuté ou en prison. J'ai essayé de toutes mes forces de faire sortir les frères musulmans
de la clandestinité, qu'ils assument publiquement. Je leur disais à chacun, vous ne vendez pas de la drogue. Pourquoi fonctionnez-vous comme une société secrète? Quand on leur pose la question, êtes-vous un frère musulman, ils répondent toujours la même chose. Nous sommes tous frères. Du coup, vous savez qu'ils sont frères musulmans, même s'ils ne le savent pas eux-mêmes. Les frères peuvent répandre leur message librement, parce qu'au final, ils ne font rien d'illégal. Et les gouvernements occidentaux les autorisent à agir de la sorte. Leur idée est de se présenter comme une force modérée, le partenaire naturel pour un dialogue avec les Occidentaux, pour répandre leur influence dans les communautés musulmanes. Un projet exposé clairement à la télévision en 2007 par Youssef Al-Qaradawi, qui s'appuie sur une parole attribuée au prophète. كنا في أحد المجالس فذكر بعض الأصدقاء حديثا يقول إن الإسلام سيفتح روما فتح روما فتح إيطاليا يعني وأوروبا معنى هذا إن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى ولذلك أنا أرى أن الفتح القادم سيكون فتح الدعوة ولكن طبعا لابد للمسلمين أن يتحركوا حتى يفتحوا هذا العالم. Maintenant, nous sommes des millions de musulmans à vivre en Europe. C'est une terre de prédication, de profession de foi. Nous professons, l'autre accepte ou pas, il est libre. Il y a des missionnaires pour le christianisme, ils invitent les gens à rejoindre leurs églises. D'autres invitent à rejoindre les mosquées. Bon, après, il ne faut pas être conspirationniste. Il s'agit d'un nombre restreint de personnes. On parle de quelques milliers d'individus à l'échelle du continent. Dans des grands pays comme la France, c'est autour d'un millier de personnes. Si les documents de la clé USB n'évoquent pas explicitement cette parole attribuée au prophète, l'Italie est la principale cible de l'ONG du Golfe. C'est dans ce pays que l'on retrouve le plus de projets, 47 au total, financés à hauteur de 25 millions d'euros par Qatar Charity. La plupart des projets sont portés par l'UCOI, l'Union des communautés islamiques d'Italie, proche des frères musulmans. En analysant les documents, un territoire attire l'attention. La Sicile. Dans la clé USB, un fascicule est entièrement consacré à cette région. Qatar Charity finance 11 projets. La page 3 met en exergue l'époque où l'île était sous domination musulmane, comme pour justifier son engagement. L'islam est entré dans l'île en 827 après Jésus-Christ et a duré environ 472 ans, période pendant laquelle la région a connu la sécurité, la stabilité et le progrès. En pages 12 et 13, pour un projet d'acquisition de bâtiments à Messine, l'ONG souligne ce même lien historique pour justifier l'investissement. Il a été construit en 1910, ses propriétaires ont des origines arabes, l'architecture est inspirée de l'architecture islamique d'origine. Le bâtiment en question, le voici. Haït Abdelhafid est le président de la communauté islamique de Sicile et l'imam de Catane, d'origine algérienne. Il a négocié l'acquisition du bâtiment. Nous avons reçu tous ces financements de Doha. Et la communauté islamique sicilienne a été la première association qui a été reconnue par Qatar Charity. C'est la première à avoir reçu les fonds et ils sont tous légaux. Est-ce que vous êtes frère musulman? Non, non, je ne suis pas un frère musulman. Je suis un musulman. On est tous des frères. Ça, c'est la blague qui revient. Oui. Siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli. Sur les 11 projets financés par Qatar Charity,
Katane est la fierté de Cheikh Abdelhafid. Ici, en plein centre-ville, il a transformé un ancien théâtre en mosquée avec l'accord des autorités locales. Peu après l'inauguration en 2012, la communauté de Cheikh Abdelhafid a été, comme toute l'île, en première ligne dans la crise des migrants. De 2013 jusqu'en 2016, ça a été 3 années vraiment difficiles. Cette mosquée a accueilli des Syriens musulmans, des Syriens chrétiens et des laïcs, des familles, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Je peux dire qu'il y en a plus de 50 000. Nous avons été contraints d'utiliser ces espaces qui ne sont pas adaptés à l'accueil. Au moins ici, ils trouvent un abri. L'afflux sans précédent de centaines de milliers de migrants en Sicile a nécessité la recherche de financement extérieur. Dans les échanges retrouvés dans la clé USB entre l'imam de Katane et Qatar Charity, c'est un argument souvent mis en avant pour solliciter des aides. Demande de soutien financier pour l'aide humanitaire aux réfugiés syriens. Les autorités italiennes ont fini par s'en inquiéter. Cet investissement massif du Qatar en Sicile a interpellé les responsables politiques et les services secrets. Une de leurs analyses est que dans ce projet de réislamisation, ou plus globalement de prosélytisme pour un islam très conservateur, Qatar Charity cible les lieux où les migrants arrivent en Europe. Alors, que pense Cheikh Abdelhafid du fascicule produit par la Qatar Charity pour soutenir tous ces projets sur l'île? L'idée de reconquête semble bien éloignée des valeurs qu'il affirme défendre. Vous le connaissez ce document ou pas? Sincèrement, c'est la première fois que je le vois, ce document. La première fois. Et si je vous dis que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois. Il a certainement été fait par eux. Ces personnes le font peut-être pour faire de la publicité, pour encourager les gens à faire des dons. Parce que parler de reconquête, quand il s'agit de gens désespérés qui arrivent en Sicile, c'est une propagande inutile qui n'aidera pas ces gens-là à s'intégrer. En Italie, les responsables de l'UCOI assument publiquement le soutien de la Qatar Charity. En fait, le contexte politique leur a imposé. Ces dernières années, la question du financement du culte musulman a été au cœur du débat public en Italie. Dans ce pays concordataire, l'islam est la dernière religion à ne pas bénéficier du 8 pour 1000, ce prélèvement que les citoyens italiens peuvent attribuer au culte de leur choix. En 2017, Marco Minniti, alors ministre de l'Intérieur, propose aux représentants des différentes organisations musulmanes de signer un pacte. Première étape indispensable pour un jour bénéficier d'un financement public. Le premier point était que les mosquées soient des lieux publics et ouverts à tous. Et qu'il fallait spécifier le nom de l'imam qui prêcherait dans la mosquée. Deuxième point, il faut créer un parcours commun pour la formation des imams. Le troisième est que le sermon doit être prononcé en italien. Quatrièmement, pour tout projet de construction de nouvelles mosquées, ceux qui portent le projet doivent rendre publiques les sources de financement nationales et étrangères. Nous avons fait des progrès significatifs pour une meilleure transparence. Je dois dire aussi que depuis que nous l'avons signé, l'UCOI a respecté ce pacte. Si cette confiance devait être trahie, nous en tirerions toutes les conséquences. L'UCOI est un courant minoritaire en Italie, qui gère moins de 10% des lieux de culte musulmans. Le courant majoritaire est incarné par la Grande Mosquée de Rome.
Son secrétaire général s'appelle Abdellah Redouane. Ancien fonctionnaire au ministère du culte au Maroc, il dirige l'institution depuis 1998 et combat la stratégie d'influence des frères musulmans. La première fois quand je suis arrivé, j'ai rencontré un des leaders des frères musulmans. Il m'a dit, n'oublie pas, monsieur, que nous sommes dans une terre de guerre. Je lui ai dit non, nous n'avons pas d'ennemis ici. Avec nous, ils utilisent un langage. Et devant les télécaméras, ils utilisent un autre langage. C'est leur tactique, le double langage. Les frères musulmans continuent à penser toujours à comment arriver au pouvoir et comment instaurer le khilafa, le califat. L'inquiétude, c'est que ce courant se renforce en Europe, qui est dangereux pour les musulmans avant qu'il ne le soit pour les Européens. Le double discours des frères musulmans, dans le nord de la France, un militant le combat. Mohamed Louizi est né en 1980 au Maroc, où il rejoint les frères musulmans à l'adolescence. Arrivé à Lille pour ses études universitaires à la fin des années 90, il rejoint l'UOIF où il est pris en charge par des cadres de la confrérie qui lui confient des responsabilités locales. Depuis 15 ans, de 91 à 2006, j'étais frère musulman. En octobre 2006, j'ai décidé de rompre définitivement parce que j'ai découvert que toute cette instruction des frères, c'était pour faire de nous, les jeunes des années 90, des outils pour l'idéologie. Donc j'ai décidé de témoigner, d'animer un blog, d'écrire des articles et puis après de creuser pour que les gens comprennent, pour que d'autres jeunes ne tombent pas dans les travers de cette idéologie. Mohamed Louizi mène une grande partie de ses recherches sur Internet et les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il découvre que la mosquée de Villeneuve d'Ascq, celle tenue par l'UOIF qu'il a longtemps fréquentée, a reçu la visite d'une délégation qatarienne en 2015. Sur cette photo, en arrière-plan, on a la mosquée de Villeneuve d'Ascq. Là, on voit le recteur de la mosquée, Mohamed Karat. À côté, on a Amar Lasfar, qui est l'actuel président de l'ex-UOIF musulman de France. Et ce monsieur-là, c'est Cheikh Hamad Ben Nasser Al Thani, qui est le président du conseil d'administration de la Qatar Charity à Doha, le grand patron. Cheikh Hamad bin Nasser Al Thani est plus que le grand patron de l'ONG. Ancien ministre de l'Intérieur, il est un membre éminent de la famille régnante, un cousin de l'émir Tamim. Mais un autre homme a attiré l'attention de Mohamed Louizi. Celui-là, Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hammadi, on va dire, c'est le porte-valise de la Qatar Charity en Europe. D'après mes informations, il bénéficie d'un passeport diplomatique du Qatar. Il passe un peu partout dans tous les pays européens. Et ce monsieur-là, c'est lui qui vient rencontrer les frères musulmans de chaque ville. Dans les documents de notre clé USB, nous avons la preuve d'un financement du centre islamique de Villeneuve d'Ascq par Qatar Charity. Un reçu daté du 19 septembre 2012 atteste d'un virement de plus de 250 000 rials qatariens, soit environ 60 000 €. Nous y retrouvons aussi des photos où Ahmad Al-Hamadi apparaît régulièrement, comme ici, sur le chantier An-Nour à Mulhouse. Parfois en tenue occidentale, parfois en tenue traditionnelle. On le retrouve même prêchant à l'ancienne mosquée-garage de la cité alsacienne. Il était aussi présent à l'inauguration de la mosquée de Catane, en Sicile. Mohamed Louizi, lui, l'a retrouvé dans une série de 28 émissions tournées en Europe en 2015 pour une chaîne qatarienne. Des émissions de propagande en faveur de l'islam politique. L'objet de cette émission, c'est sensibiliser les donateurs qatariens, ou plus largement les donateurs arabes qui peuvent faire des dons
à la Qatar Charity sur les divers projets en Europe. Il a tourné en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Là, on a Mohamed Ahmed Al-Hammadi en visite à Poitiers. Là-bas, des figures de l'IOIF à l'échelle nationale, et le Hajj Ammar mène le projet de construction d'une mosquée qui s'appelle Masjid Balat al-Shuhada, c'est le palais des martyrs. En quelque sorte, la mosquée commémore la bataille de 732, à l'époque de Charles Martel. Pourquoi avez-vous appelé ce centre le pavé des martyrs? Est-ce en référence à la bataille qui a eu lieu ici? Exactement, grâce à Dieu. Ce site est situé sur la principale route empruntée par l'armée islamique. Elle a été pavée par les Romains. C'est pour ça qu'on l'a appelé le centre islamique du pavé des martyrs. Dans l'histoire de France, on insiste sur cette victoire, car c'est la seule victoire à l'époque des chrétiens sur les musulmans. Une victoire de Charles Martel. On retient qu'à l'époque, la conquête s'est faite par le sabre. Aujourd'hui, nous voulons faire de notre centre de Poitiers une nouvelle étape de la conquête musulmane, mais d'une autre façon. Si Dieu le veut, nous espérons faire de ce lieu un centre de dialogue afin de faire rayonner l'islam, faire connaître la pensée islamique et assurer notre devoir de prédication. Il n'y a pas une semaine sans qu'un ou deux jeunes, filles ou garçons, découvrent ici l'islam et se convertissent. Quand il y a des musulmans dans un quartier populaire ou dans un quartier tout court veulent construire un lieu de culte, ils n'ont pas derrière la tête la volonté de conquérir avec les mosquées. Mais dans l'esprit des frères musulmans, la construction des mosquées, ça a une signification sur rendre visible la présence musulmane, pour ne pas dire la présence islamiste, en France et en Europe. La bataille de Poitiers nourrit les crispations identitaires aussi bien à l'extrême droite en France que dans la nébuleuse Frères musulmans. Un enjeu que Gabriel Martinez-Gros, historien, spécialiste de l'islam médiéval, connaît bien. C'est l'Occident qui lance le mouvement en mettant en valeur la bataille de Poitiers dès la fin du XVIIIe siècle. Et la bataille de Poitiers intervient comme un des moments importants de cette histoire de l'Occident, le moment où la chose aurait pu basculer, où l'Occident aurait pu disparaître sous la poussée de l'islam. Chez nous, l'allusion désormais à la bataille de Poitiers, à cause même de la récupération par Jean-Marie Le Pen depuis déjà de nombreuses années, provoque des réticences ou des barrages. Alors que pour les frères musulmans, la chose est un peu différente. Balat al-Shuhada devient d'abord Shuhada, des martyrs, mais des martyrs qui ouvrent à la victoire. C'est-à-dire que l'idée de martyr n'est plus associée à la défaite, mais par l'intermédiaire de l'idée du jihad que l'idée du martyr convoque, l'idée du martyr est associée à la victoire. Et Balat devient la route triomphale de la victoire. Balat al-Shuhada, c'est la route triomphale de la reconquête, qu'elle soit pacifique ou qu'elle soit guerrière, de l'Occident par l'islam. C'est une manière, évidemment, de convoquer le conflit, plutôt que de convoquer l'apaisement. La mosquée de Poitiers, théâtre du conflit identitaire. Le 20 octobre 2012, le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire a envahi le chantier naissant de la mosquée de Poitiers dans une action spectaculaire. Ils dénoncent une islamisation de la France, largement fantasmée. Une action condamnée en justice et dénoncée par l'imam de Poitiers. C'est de l'ultra-droite qui cherche à dénaturer les propos. Ils sont venus, ils ont fait l'invasion de la mosquée. Certains ont uriné sur le toit de la mosquée. Ils ont lancé des propos très blessants et très insultants. Et donc, c'est des gens qui sont prêts à tout. Connaissant les enjeux sensibles du sujet pour en avoir fait les frais en 2012, pourquoi Boubacar El Hadj Ammar a-t-il lui-même repris des arguments identitaires en 2015 sur une chaîne qatarienne? J'étais avec une chaîne arabe dont la discussion se faisait en arabe et dont le public sera exclusivement arabe, pour essayer de drainer des donateurs potentiels au profit de la mosquée de Poitiers. Donc dans l'histoire musulmane, que des musulmans considèrent que l'armée de l'époque s'appelait des martyrs et donc cette ville s'appelle la ville des pavés des martyrs, en le citant dans un contexte historique, je pense qu'il faut avoir l'élévation d'esprit pour le prendre comme tel.
La Grande Mosquée de Poitiers n'a pas de nom. Elle s'appelle la Grande Mosquée de Poitiers. Point. Si on m'a proposé de faire ce reportage que je regrette un peu, bah je l'ai fait parce que c'était dans l'espoir à ce que des donateurs étrangers puissent être sensibilisés à nos difficultés financières et puissent aider. Bon, mais ça a donné zéro. Boubacar El Hadjamor affirme qu'il n'a pas bénéficié de financements étrangers. Pourtant, dans la clé USB, des reçus datés de 2012 attestent de 2 virements à l'Association des musulmans de Poitiers pour le projet de mosquée Le Pavé des Martyrs. L'un d'1 million de rials qatariens, l'autre de 575 000 rials, soit pour l'ensemble près de 400 000 euros. Je vois que ça a été envoyé à magasin de la Tchouada à Poitiers, 1 million. Et puis là, oui, 0619, oui. À ce que je vois, oui, c'est venu dans notre compte. Probablement, c'était en quelle année ça? 2012, juste. Donc probablement ça a eu lieu. Donc puisque vous, honnêtement, je m'en rappelle pas du tout. Je m'en rappelle pas du tout. Bon, là ils écrivent Association des musulmans de Poitiers en arabe. C'est pas vrai. Ce numéro de compte au niveau de la Banque Populaire, c'est un numéro de compte de l'UIF Poitiers pour la construction de la mosquée de Poitiers. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Qatar Charity aidait les associations qui sont à 99% liées au réseau Frères musulmans sans être forcément affiliées. Oui, mais il est un peu légitime à ce que vous puissiez aider des associations, des personnes dont vous approuvez la compréhension et la lecture de l'islam. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Moi, ce que je sais, c'est que le Qatar, à une époque, et vous le savez tous, est parti dans une campagne de com, mais com financière, sous-entendu, énorme. Et c'est comme ça qu'ils sont venus au PSG et qu'il y a une volonté à une époque d'aider des entrepreneurs de banlieue. Enfin bon, bref, cette volonté de se donner une image, de sortir un peu de la tutelle de l'Arabie Saoudite, de dire que nous constituons un autre pôle à notre regard sur l'islam. Donc ils ont mis cela pour promouvoir un islam qui leur paraît un islam moderne, un islam contextualisé. Probablement c'est dans une campagne de communication. L'imam de Poitiers confirme bien que le Qatar a une stratégie en Europe de soutien au réseau des frères musulmans ou de ceux qui leur sont proches. Les services de renseignement ont fini par s'apercevoir de cette soudaine intensification. En Allemagne, à l'Office de protection de la Constitution de Rhénanie du Nord, à Düsseldorf, le directeur Burkhard Freier n'hésite plus à sortir de son devoir de réserve. Nous constatons qu'il n'y a pas que les salafistes qui essaient de diviser la société. Il y a aussi les frères musulmans. Publiquement, ils mettent en avant la démocratie, mais en interne, nous observons clairement qu'ils veulent instaurer un État islamiste sur la base du Coran et de la charia. En Allemagne, nous remarquons depuis quelque temps que les frères musulmans ont intensifié leurs activités. Nous partons du principe que les frères musulmans sont soutenus financièrement par des dons et aussi par l'étranger, par des pays arabes. Nous sensibilisons le public et aussi les politiques sur les dangers que représentent les frères musulmans et surtout sur la façon dont ils essaient d'infiltrer la démocratie par la base. Ma recommandation est qu'aucun financement ne provienne de l'étranger, puisque cela induit des influences par des gouvernements étrangers sur les courants qui agissent ici. Une mise en garde entendue par les responsables politiques. Ces derniers mois, la question du financement des mosquées s'est invitée dans le débat public en Allemagne. Pour éviter toute influence étrangère, le ministre de l'Intérieur, le conservateur Horst Seehofer, s'est prononcé en faveur d'une taxe mosquée, à l'image de la taxe église qui, depuis 1933, permet de financer les cultes. Muslime gehören zu Deutschland. Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie alle Bürger dieses Landes. Und daran kann es wohl keinen vernünftigen Zweifel geben. Ce n'est pas la première fois que les réseaux de financement de la confrérie en Europe posent question. Peu après le 11 septembre 2001, les policiers vont faire une découverte surprenante en Suisse.
L'administration Bush veut identifier les financiers d'Al-Qaïda responsables de l'attaque terroriste du World Trade Center. The Treasury Department of the United States today blocked the U.S. assets of 62 individuals and organizations connected with 2 terror-supporting financial networks, the Al-Taqwa and the Al-Baharaka. Al-Taqwa est une banque basée à Lugano. Son président est un milliardaire égyptien, membre des Frères musulmans, réfugié en Europe. À son domicile, lors d'une perquisition, les enquêteurs mettent la main sur un document appelé le projet. À l'époque, le journaliste Sylvain Besson révèle au grand public ce texte non signé, daté de 1982, et qui décrit un plan de conquête de l'Occident par les Frères musulmans. Le projet est une sorte de bréviaire disant voilà comment il faut avancer finalement nos pions de manière discrète dans un contexte occidental qui nous est peu favorable. Donc finalement c'est une sorte de manuel de conquête du pouvoir, de conquête de l'influence pour avancer ces pions à long terme. Une conquête qui peut être largement pacifique mais pas toujours. Le point 5, par exemple, chercher à établir un État islamique et travailler en parallèle, graduellement, pour contrôler les centres locaux de pouvoir en s'appuyant sur le travail institutionnel pour accomplir cet objectif. Alors c'est un peu de la langue de bois, mais enfin, le but, c'est d'établir un État islamique de manière progressive. Moi, je dis, quand on voit les personnages qui ont fait ces documents, qui ont gardé ces documents pendant des années, des années, des années, et qui ont eux-mêmes voué toute leur existence à réaliser quelque part ces objectifs, de manière assez méthodique, très discrète, pacifique, économique et idéologique, je dis ce document est sérieux. Ce document traduit une réalité concrète. Ça ne veut pas dire que demain les Frères musulmans vont prendre le pouvoir en France, mais ça veut dire que des gens sont habités finalement par cette idée et cet objectif lointain. Comment interpréter un tel document? C'est difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on a trouvé des documents similaires ailleurs dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a un complot frères musulmans. Pas plus que les projets de la première génération sont ceux de la seconde ou la troisième génération. Mais l'état d'esprit est là. C'est très présent dans les écrits des frères musulmans. Dans les documents de la clé USB, une proche de l'ancien patron de la banque Al-Taqwa a bénéficié de donations de la Qatar Charity à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Son projet, un musée consacré aux civilisations de l'islam. Il a ouvert ses portes en 2016. Cette femme, c'est Nadia Carmous. L'idée de ce musée a germé il y a 17 ans en voulant créer quelque chose qui soit en même temps ludique, en même temps un endroit où les gens peuvent se questionner. Lors de l'inauguration du musée, Nadia Carmous a rendu publique une liste de donateurs, notamment en provenance du Golfe. Elle n'a pas caché qu'une partie des fonds a bien transité via Qatar Charity. Ces individus ne peuvent pas envoyer l'argent directement, mais ils le mettent dans une organisation sur place, c'est Qatar Charity, qui a transféré une fois une petite somme. Donc on n'avait pas d'autre alternative. C'est ou ça, ou notre argent ne viendrait pas. Donc je ne vois pas, nous on ne les connaît pas. Pourtant, des liens doctrinaires existent. Dans la bibliothèque du musée, on retrouve les écrits des principaux idéologues des Frères musulmans, comme Saïd Qutb, celui qui a inspiré Al-Qaïda. Alors lui, il est quand même sulfureux, là. Mais c'est bien de l'avoir. Au moins, on le connaîtra, on saura ce qu'il fait. C'est quand même l'homme qui prône le djihad armé. Pour se défendre ou pour attaquer? Ah, il n'y a que lui qui prône ça. Ben, j'ai pas dit ça. C'est bien si c'est un des intellectuels. Et vous avez des livres du Cheikh Qaradawi? Oui. En arabe et en français? On en a en arabe et en français, oui. Yousef al-Qaradawi est un savant et c'est un honneur de le connaître. On l'a invité ici en Suisse, donc il me connaît aussi. J'ai eu déjà une recommandation de Yousef al-Qaradawi, ça c'est sûr. Vous êtes dans cette mouvance frères musulmans ou pas? Ben, je ne suis pas dans la mouvance des frères musulmans, mais j'aime la voie du juste milieu. Nadia Carmous et son mari Mohamed Carmous, ici à droite,
dirigent ensemble plus d'une dizaine d'associations, centres culturels et cultuels, aussi bien en Suisse romande que dans le Tessin. Ce sont des figures influentes de l'islam dans leur pays. Nadia Carmousse minimise ses liens avec Qatar Charity. Des documents de la clé USB montrent qu'en 2014, elle a signé un contrat avec son directeur, Youssef Al-Kouari, pour la rénovation du bâtiment qui accueille le musée. 14 reçus indiquent des versements réguliers pour l'institut culturel où se trouve le musée, mais aussi pour un autre institut culturel à Lausanne et une association à Lugano dans le Tessin. Ces deux derniers établissements sont dirigés par son mari. Au total, entre 2011 et 2013, Qatar Charity a transféré près de 3 millions de francs suisses, soit plus de 2,5 millions d'euros pour les activités du couple Carmousse. Vous connaissez ce document? Ça, c'est une demande. C'est une demande de financement qui est signée de ma part. De votre part, oui. De toute façon, je ne nie pas ce document. La demande de subvention, c'est un gros montant. Ben oui. Oui. Et le pays est un pays intéressant. Non, mais parce que vous m'aviez dit une toute petite somme, donc c'est... Ah oui, oui, oui. C'est le projet qui va voir le jour. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté de le financer. Ils veulent qu'on commence et après, ils verront. Alors, c'est tout un tas de virements bancaires, vous voyez. C'est chez vous, ça? C'est chez vous. Oui. Et c'est des très gros montants. Ils vous ont quand même pas mal financé. Comme je vous ai dit, c'est pas eux qui nous ont financés, c'est des personnes. Ces personnes ont fait des chèques, ont fait des dons, et c'était à Qatar Charity de nous les transmettre. Ils ont donné, et parfois avec difficulté, je le dis. C'était le bureau de Londres qui décidait. Et puis il nous a dit, oui, il faut d'abord faire un contrat. Et nous n'avons pas voulu signer parce qu'il y avait des conditions. Ceux de Mulhouse ont signé avec eux et ils appliqueront toutes les conditions. Les conditions, c'est qu'il y ait un drapeau du Qatar, etc. À chaque réunion, il faut que leurs 3 ou 4 personnes de leur part soient conviées. Ils doivent être d'accord, par exemple, sur certains agrandissements. C'est-à-dire qu'ils cherchent à contrôler les lieux qu'ils financent? C'est pas qu'ils imposent, mais ils influencent. Un peu. Oui, ils influencent, je peux dire ça, oui, ils influencent. Une influence de Qatar Charity que le couple Carmousse a aidé à étendre au-delà des frontières suisses. En France. C'est ce qu'a découvert le journaliste Antoine Payon dans des notes des services de renseignement intérieur français. Cette note raconte comment, le 30 avril 2007, le service des douanes françaises a procédé à un contrôle sur une ligne de TGV, Zurich-Paris, qu'il y a eu l'interpellation d'un monsieur Mohamed Carmousse et que celui-ci a été trouvé porteur d'une somme en liquide de 50 000 euros. Monsieur Carmousse dit que la somme de 50 000 euros en liquide lui a été remise à Genève par un monsieur qui s'appelle Ahmed Al-Midi. Ce mécène sert de relais au prestigieux cheikh égyptien Youssouf Al-Qardawi. Cette somme était destinée à l'Institut européen des sciences humaines, situé dans la Nièvre et qui forme donc des imams. Ce même monsieur Carmousse, spontanément, dit que ce transfert d'argent est une procédure normale, quasi habituelle. Il est noté in fine qu'il appartient au mouvement des frères musulmans et qu'il est même suspecté d'être membre du mouvement tunisien Ennahda. Dans cette note, il est aussi précisé que Nadia Carmousse, son épouse, est tout acquise aux objectifs de son mari. Une sorte de cerise sur le gâteau de cette note, c'est toujours ce monsieur Al-Ramadi qui, en personne, lors de la sortie de la 10e promotion de cet institut de formation, remettait directement à Zuhair Mahmoud 500 000 euros en espèces, 500 000 euros en espèces, ce qui représente tout de même 62% du budget annuel de l'Institut. L'Institut européen de sciences humaines de Château-Chinon se trouve dans la Nièvre, en France. Inauguré en 1992, ce centre de l'UOIF propose des formations en internat d'apprentissage de l'arabe, du Coran et de théologie pour former de futurs imams.
Un centre unique en France. Celui qui a dirigé l'IESH pendant 30 ans jusqu'en 2018, le même chargé de réceptionner les versements de Qatar Charity, s'appelle Zouher Mahmoud. En 89, on l'a acheté officiellement au nom de l'UF. Et là, on a invité des professeurs de plusieurs universités islamiques, Cheikh Qaradawi, d'autres. Ils ont travaillé pour faire le programme scientifique. Tous liés aux frères musulmans ou pas spécialement? Non, pas tous. Bon, Qaradawi est connu comme frère musulman, un ou deux peut-être des autres. Et ça a été aussi une discussion qui a pris beaucoup de temps. Est-ce que l'Institut, c'est pour les frères musulmans? Ou est-ce qu'il est fait par les frères musulmans pour les musulmans? Et finalement, c'est fait pour les musulmans. Il y a des notes des renseignements généraux qui disent qu'ils ont intercepté une valise. Non, ça c'est faux. C'est des mensonges. C'est faux? C'est un mensonge à fabriquer. Une valise, on n'a jamais vu. On n'a jamais eu de valise remplie d'argent. C'est pas vrai. Ce sont des mensonges. On a retrouvé la note, c'est pour ça que vous la montrez. C'est vieux, hein. En 2007. Ah oui, mais là, c'est autre chose. Oui, là, c'est autre chose. Voilà. Il y a une valise qui arrive de Suisse. Oui, c'est ça. Et un c'est monsieur, le seul. C'est le seul. Hein. Et un monsieur qui... 2007, qui s'appelle Kormous. Un des donateurs lui a donné 50 000 euros. Un Qatari, Alain Madi. Voilà. 50 000 euros. Et 50 000 euros, c'est amené dans un petit... c'est quoi? Dans ses affaires. C'est pas des valises remplies, comme ils disent, d'argent et tout. Il était en Suisse, il lui a donné l'argent. C'était comme ça. Parce que, vous savez, les Arabes, toujours comme ça, hein, avec du liquide. Ouais. Jusqu'à maintenant. 100 000 euros, 200 000 euros, ils vous donnent... Et Mohamed Karmous, c'est quoi? C'est qui? Mohamed Karmous, oui. Il est président, aujourd'hui, il est président de l'USH. Château-Chinon? Château-Chinon. Mais il vit en Suisse? Oui. Institut européen. Il n'y a pas qu'en 2007 que Qatar Charity a soutenu l'IESH Château-Chinon. Dans la clé USB, un relevé détaille l'ensemble des versements de l'ONG à l'Institut pour l'année 2012. Un montant global de 582 000 rials qatariens, soit environ 140 000 euros. 2012, 2013? Ouais, là c'est 2012. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ils disent n'importe quoi. C'est un document de la Qatar Charity. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est un virement, c'est tout. Ouais. Qatar Charity, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Ils nous connaissent et nous présentons le projet et eux, ils nous répondent. De l'argent liquide qui traverse les frontières en toute illégalité, des difficultés pour se faire payer des subventions promises par le bureau londonien, bénéficier du soutien de Qatar Charity n'est visiblement pas toujours simple. En Belgique, la Ligue des musulmans de Belgique, considérée par les services de renseignement du pays comme l'émanation locale des frères musulmans, a eu un conflit important avec l'organisation qatarienne en 2014. Dans un courrier de la clé USB, le directeur général de Qatar Charity UK, Ayoub Abouliakin, demande au président de la Ligue, Karim Azouzi, le remboursement des subventions relatives à l'acquisition d'un futur centre cultuel et culturel à Bruxelles, ainsi que de projets d'investissement à Anvers. La Ligue des musulmans de Belgique devra rembourser à Qatar Charity UK, dans un délai de 10 jours, à compter du présent courrier, toutes les sommes perçues pour les 2 projets en question. Dès le lendemain, dans sa réponse, Karim Azouzi rejette cette demande. Vous affirmez que nous avions convenu d'un commun accord le remboursement des dites sommes. Cette affirmation n'est pas conforme à la réalité de notre rencontre. Il est donc prématuré de réclamer un quelconque remboursement. Ces subventions, une journaliste belge du magazine Le Vif les a dévoilées en 2016. À l'époque, Marie-Cécile Royen se penche sur les comptes de la Ligue des musulmans de Belgique et fait une découverte étonnante. La Ligue, qui est une association sans but lucratif,
qui a l'obligation dès lors de déposer ses comptes annuels au tribunal de commerce, ne l'avait pas fait jusqu'à présent, donc jusqu'en 2015. En mars 2016, j'ai découvert au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles un don de la Qatar Charity de plus d'1 million d'euros. Voilà. Le don de la Qatar Charity, c'était 1 81 940 euros. 1 million, ça, je n'imaginais pas qu'une fondation étrangère puisse financer à cette hauteur-là, ce qui est quand même la coupole des frères musulmans. D'autant que personne n'en avait parlé et qu'on ne connaissait pas les projets qui étaient liés à de telles libéralités. J'ai quand même enquêté et j'ai découvert qu'il y avait eu un projet de centre culturel à Saint-Gilles, qui est une des communes de Bruxelles, pour 1 million d'euros, et que les négociations avaient été suffisamment loin pour qu'un conseiller de l'ambassade du Qatar accompagne les négociateurs de la Ligue des musulmans de Belgique pour apporter la caution du Qatar. Nous lui montrons les échanges de courrier entre Qatar Charity UK et la Ligue des musulmans de Belgique. Ah mais là vraiment, c'est surprenant parce que mon papier n'avait eu absolument aucun écho, ni politique, ni médiatique, mais visiblement ça ne passe pas au niveau des autorités. La Ligue a-t-elle rendu l'argent ? Karim Azouzi a refusé notre demande d'interview. Mais par email, il affirme. Effectivement, nous avons remboursé ces montants. Des imbroglios financiers entre Qatar Charity et ses bénéficiaires vont se multiplier entre 2014 et 2017. Période pendant laquelle le Qatar subit la pression de ses voisins du Golfe. En Allemagne, le plus grand projet de centre islamique de la décennie en a fait les frais à Munich. Le Munich Forum for Islam, le MFI, occupe depuis 2014 un petit bâtiment de 2 étages en plein centre-ville. Mais l'organisation rêve de bâtir une grande mosquée, à l'image de celle de Mulhouse. L'homme qui porte le projet est un imam bien connu en Bavière. Il exerce à 40 km de là, dans la petite commune de Bensberg. Benyamin Idriss a été un temps soupçonné par les services de renseignements allemands de lien avec les organisations islamistes, avant d'être blanchi. Est-ce que vous avez prêté serment devant la confrérie des frères musulmans? Est-ce que vous avez fait cette cérémonie qu'on appelle en arabe al-baya? Jamais. Jamais. Et jamais de la vie je ne le ferai. Moi, je suis un homme libre. J'ai 2 mains. Une main sur la Constitution allemande et l'autre main sur le Coran. Le MFI refuse toute forme d'idéologie islamiste ou politique. En 2014, la ville de Munich propose un terrain municipal pour y construire la grande mosquée. Benyamin Idriss doit rapidement trouver plus de 4,5 millions d'euros. C'est pour ça que je ne suis pas allé qu'au Qatar. Je suis aussi allé aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, au Koweït, oui. Je suis allé dans plusieurs pays pour faire adhérer des gens ou des institutions à ces idées-là. Et l'un de ces organismes était Qatar Charity, oui. Dans la clé USB, de nombreux documents indiquent un soutien de Qatar Charity. Il y a d'abord ce contrat, dans lequel l'ONG s'engage à prendre en charge le loyer de la petite mosquée provisoire d'octobre 2015 à octobre 2016. Un reçu d'avril 2016 confirme au moins un versement de plus de 44 000 euros. Il y a aussi cet email qui fait état de discussions avancées pour une donation de 5 millions d'euros, le montant nécessaire pour l'acquisition du terrain. Je suis allé voir Qatar Charity 2-3 fois et j'ai aussi discuté du projet avec un responsable sur place. Un homme haut placé dans la hiérarchie qui a aussi été ministre dans le passé. Il était très séduit d'emblée et il a promis qu'il allait faire tout son possible.
Mon sentiment, c'est que si j'avais poursuivi les discussions directement avec Doha, cela aurait probablement abouti. Après, c'est greffer la filiale de Londres. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Visiblement, Qatar Charity s'était engagé à vous aider sur un montant de 5 millions d'euros. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que nous n'avons jamais reçu une confirmation de leur part qu'ils allaient verser l'argent. En fait, ils ont rendu le processus plus complexe, pour ainsi dire. Il y avait tout le temps de nouvelles conditions. Ils voulaient créer une fondation ici, que des choses alambiquées. Ils ne répondaient pas quand je téléphonais. Après, il y a eu ce changement politique dans la région, à savoir le blocus du Qatar. Et ensuite, ils m'ont dit, maintenant, la situation est devenue tellement compliquée que nous ne sommes plus en mesure de poursuivre ce projet. Depuis le 5 juin 2017, effectivement, le Qatar subit un blocus imposé par ses voisins. Le Qatar, épicentre d'un séisme diplomatique. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Il l'accuse de soutenir le terrorisme. Les compagnies aériennes de la région suspendent dès demain tous leurs vols vers ou depuis le Qatar. Objectif, asphyxier financièrement l'Émirat. Le soutien aux islamistes est le principal motif invoqué. En réalité, le Qatar paie aussi sa stratégie de développement effrénée pour s'émanciper de la tutelle de l'Arabie Saoudite. Au milieu des années 90, le père de Tamim, Hamad bin Khalifa Al Thani, lance l'exploitation du gaz, crée la chaîne Al Jazeera, investit dans le monde entier. Pour se protéger, il accueille la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient. Mais il a d'autres ambitions. Il veut peser politiquement dans le monde arabe. En 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy lui offre un tremplin. Le président français en fait son allié stratégique au Moyen-Orient et met en scène cette nouvelle amitié. Vous êtes une chance. Vous démontrez chaque jour que l'islam n'est pas l'ennemi de la modernité, que le monde arabe a le droit à la modernité et que le monde arabe peut aspirer à la modernité sans renier son identité. L'intérêt de tous, Altesse, c'est que le Qatar réussisse. En 2011, quand Nicolas Sarkozy décide d'intervenir en Libye, il a besoin de partenaires arabes. Il se tourne naturellement vers son précieux ami. Cheikh Hamad et son éminence grise, le Premier ministre Hamad bin Jassem Al Thani, déploient leur mirage pour faire tomber le colonel Kadhafi. Ils ont aussi besoin d'une caution religieuse pour convaincre les opinions arabes. Le cheikh Youssef Al-Qaradawi passe à l'offensive. معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. عشان كذا يسووا فيكم. بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها. هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. Kadhafi est tué le 20 octobre par des soldats du Conseil national de transition libyen après le succès de l'opération militaire de l'OTAN. Je voudrais dire à titre personnel en terminant combien il était précieux que dès le premier jour de l'intervention militaire, il y ait eu, parmi l'ensemble des pays de la coalition, 3 pays arabes qui ont eu le courage d'assumer leurs responsabilités. Ainsi reconnu, Cheikh Hamad se rêve en guide d'un nouveau monde arabe qui émerge des révoltes. Quand les peuples renversent Zinedine Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte et menacent Bachar el-Assad en Syrie, l'émir du Qatar prend clairement le parti de la rue contre les dictateurs.
Les printemps arabes ont été initiés par les peuples, et leur résultat est le fait des peuples, pas du Qatar. Le Qatar a soutenu les peuples en partenariat avec la communauté internationale. Les peuples des printemps arabes méritent le changement. Ils méritent plus de justice. Ils méritent les droits de l'homme. Ils ont subi la dictature et les régimes autoritaires. Ils ont été massacrés en Syrie. Ils ont été bombardés en Libye. En réalité, en coulisses, Cheikh Ahmad et son Premier ministre appuient, financent et organisent la conquête du pouvoir par les frères musulmans. Une figure historique de l'opposition syrienne en exil en Suisse a été témoin des manœuvres qatariennes à l'aube des printemps arabes. Essam Mana était au cœur des négociations au début du conflit dans son pays. Ils étaient convaincus que Qatar seul peut jouer un rôle leader dans l'orientation, pas de la révolution, mais de la contre-révolution, en soutenant les groupes les plus vraiment réactionnaires. C'était clair qu'on a détourné vraiment le mouvement populaire pour plus de liberté, plus de pain, vers une coloration sectaire et confessionnelle. En Égypte, les frères musulmans. En Tunisie, les frères musulmans, Al-Nahda. En Syrie, c'était appliqué à 100%. Face à la répression sanglante de Bachar el-Assad, Essam Mana a vu très tôt le rôle ambigu joué par les ONG dans le conflit syrien, à commencer par Qatar Charity. Au début des événements pacifiques, quand on avait des blessés, etc., on avait besoin de médicaments. 2 organisations ont pris contact avec moi et un responsable est arrivé. Il venait d'où? De Qatar, de Doha. Il m'a répondu texto. Nous, on a des armes. Je lui ai dit, mais ça va pas, cher. Cher, ça va pas, cher. Moi, je suis contre ces trucs-là. Et je l'ai dit à la télé. On m'a proposé 3 fois des armes et j'ai dénoncé les 3. Mais quel rôle a joué la Qatar Charity? Ils ont donné plein d'argent à des structures islamistes, donné des commissions aux organisations djihadistes, Nusra et autres. Les représentants de l'État qatari disent Qatar Charity, c'est indépendant, c'est pas l'État. Très indépendant. Tout est indépendant. Même l'émir est indépendant. Tout est sous contrôle. Et rien ne peut échapper au pouvoir. En 2013, en Égypte, le général Al-Sisi, soutenu par l'Arabie saoudite, renverse le frère musulman Mohamed Morsi. Riyad reprend la main sur son voisin. La stratégie qatarienne de soutien à l'islam politique subit un échec cuisant. En gage d'apaisement, Cheikh Ahmad abdique au bénéfice de son fils Tamim. À lui désormais de gérer ce lourd héritage. Le 26 avril 2018, à la conférence internationale No Money for Terror, à Paris, le ministre des Finances qatarien Ali Sherif Al-Emadi annonce une panoplie de mesures pour mieux contrôler les organisations charitables. On peut se voir maintenant ou après le discours du président? Oui, après le discours du président. Dans une demi-heure ici? C'est sûr? Oui, c'est sûr. Le président français Emmanuel Macron conclut cette réunion internationale capitale et il accuse. Nous avons été parfois collectivement des apprentis sorciers. Soit par naïveté, soit par conviction. Le résultat était le même. Beaucoup trop de pays ont nourri des mouvements directement terroristes ou liés au terrorisme. Il y a aujourd'hui des associations, des groupes qui, au nom d'une religion ou au nom d'actions caritatives, recueillent des dons privés qu'ils détournent à des fins qui ne sont pas celles initialement promises.
Nous devons, par notre coopération, lutter contre ces comportements. À la sortie du discours, le ministre esquive la demande d'entretien. Le Qatar s'est-il senti visé? Dans ce climat de défiance, en tout cas, pour Qatar Charity, tout a changé. À Londres, dans le quartier de Mayfair, Qatar Charity a fermé les portes de son bureau dans le courant de l'année 2018. Et ses responsables locaux ont quitté le Royaume-Uni. En réalité, Qatar Charity UK n'a pas disparu. Elle s'appelle Nectar Trust depuis quelques mois et n'a plus qu'une boîte aux lettres, comme pour effacer tout lien avec la maison mère. La pression est forte sur Doha. Pour lever le blocus, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont posé 13 conditions. L'une d'entre elles est la fermeture de Qatar Charity. Nous nous rendons au siège de l'organisation, en caméra cachée, car nos demandes auprès des autorités qatariennes sont restées vaines. Bonjour, vous êtes Ahmed Salah El Ali? Je suis son principal collaborateur. Nous sommes des journalistes français. Vous voulez filmer ici? Vous avez un permis? Le document de... Ok. Je peux le prendre? Oui. Il est occupé? Il est en réunion, je ne peux pas le déranger. Vous investissez dans beaucoup de mosquées en Europe? Avant le blocus? Parce qu'avec les Émirats, on a beaucoup de... pression. Oui. Et aussi de la part de l'Arabie Saoudite. En fait, on travaille surtout du Qatar maintenant pour le monde entier. En Angleterre, on a un gros projet. Inch'Allah, je vous enverrai les informations. On se concentre sur le Royaume-Uni pour ce très gros programme. On peut organiser un entretien à Londres? Oui, bien sûr. À l'issue de cette rencontre, Qatar Charity ne répondra plus jamais à nos sollicitations. Le blocus a visiblement contrarié les programmes de l'ONG. A-t-il modifié l'attitude protectrice du Qatar à l'égard des frères musulmans? Le Qatar a toujours été une terre de refuge pour les frères musulmans en exil. Une partie de la direction du Hamas, la branche palestinienne de la confrérie, y a élu domicile dans un bâtiment tenu secret. Le porte-parole du mouvement à l'étranger, Moussa Abou Marzouk, y réside actuellement. Pourquoi vous êtes-vous installé au Qatar? C'est normal, le Qatar abrite des leaders du Hamas. J'ai été basé en Syrie, puis en Égypte, puis à Gaza, et puis je suis venu au Qatar. Est-ce qu'il y a un accord stratégique entre le Hamas et le Qatar? Les circonstances sont difficiles pour le Qatar avec l'embargo. Mais avant ce blocus, le Qatar a beaucoup aidé pour la reconstruction de Gaza. Le Qatar a donné $1 milliard. Il y a eu une visite de Cheikh Hamad et Cheikh Hamoza à Gaza. C'est vrai. Il a fait un gros chèque. Oui, c'est vrai. L'aide venait via Qatar Charity? Oui. Il y avait une équipe qatarienne qui supervisait les aides qui ont été données à Gaza. Et maintenant, l'aide humanitaire du Qatar à Gaza continue? Oui, mais pas comme avant, à cause de l'embargo. Les sanctions imposées par ses voisins ont freiné l'activisme du Qatar. Mais grâce à Qatar Charity, Doha a atteint son but. Investir le champ de l'islam européen pour y transposer sa version de l'islam politique et contrer ses rivaux saoudiens et maghrébins. Désormais assiégé, l'Émirat adapte son discours et minimise sa stratégie d'influence, y compris dans le champ religieux. Vos voisins vous accusent de soutenir les frères musulmans. Le Qatar ne soutient pas les frères musulmans. Mais le Qatar ne combat pas les frères musulmans non plus. Même financièrement? Même financièrement, absolument.
Nous avons vérifié et il semble que le Qatar finance bien certaines organisations affiliées aux frères musulmans en Europe, au contraire de ce que le Qatar affirme. Ma réponse est non. Le Qatar ne soutient pas les frères musulmans en Europe. Vous faites le présupposé que les frères musulmans ne sont qu'une seule entité. C'est quoi les frères musulmans? En Tunisie, il y a Ennahda. Les différents pays européens ont des liens officiels avec la Tunisie. Ont-ils des difficultés à discuter avec le parti Ennahda? Je ne crois pas. Pour revenir à votre question, quant à une implication financière du Qatar en Europe, c'est parfaitement légal et je suis quasiment certaine que chacun des gouvernements est parfaitement au courant. Donc ça existe? Je ne suis pas sûre. Je veux dire, cela dépend des cas. Bon, le Qatar pourrait, au travers des organisations légales, contribuer à quelques centres culturels ici ou là. Mais la manière dont vous formulez la question paraît suspicieuse, alors que c'est légal et officiel. Cette légalité renvoie les Occidentaux à leurs propres responsabilités. Certes, la complexité des réseaux financiers mis en place par Qatar Charity a créé de l'opacité. Mais le Qatar, comme d'autres États arabes avant lui, n'a fait que s'immiscer dans le financement de l'islam européen en profitant d'un vide à combler. Pour contrer cette stratégie d'influence religieuse, encore faut-il que les États offrent aux citoyens européens de confession musulmane les moyens d'organiser leur culte. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Voilà, c'était Qatar, guerre d'influence sur l'islam d'Europe par Georges Malbruno et Christian Chesneau, à revoir comme toujours sur arte.tv. Ce soir, Théma est 100% géopolitique. Dans un instant après le Qatar, on s'intéresse au Liban.